bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est au mois d'août, je sais pas s'il fait chaud chez vous ou pas. Nous ça a un peu baissé. On a des nuits un peu plus fraîches, du coup on dort un petit peu mieux. Mais c'est pas le sujet du podcast. Le sujet du podcast, c'est est-ce que on peut couvrir ses besoins en micronutriments avec l'alimentation. Donc on va lire un article que j'ai vu passer là récemment. Et en deuxième partie, on va parler on va répondre à la question d'un auditeur au sujet de la testostérone, de la libido, du désir, de la musculation, tout ça dans un checker, on secoue et on a un sujet. Voilà. Donc, avant de démarrer, la première chose que je voulais vous dire, comme d'habitude, vous le savez, ça va vite. Il y en a qui font plus 15, plus 30 sur leur appli de podcast, mais bon. Et j'ai quand même sorti ce week-end sur la lumière rouge. Alors, Red Light Therapy, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur mon site. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les pratiquants de muscu ? Voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Il y a toutes les données. J'ai récolté les études qui sont pertinentes sur le sujet pour vous donner quand même quelques pistes de réflexion et surtout d'action, pour ceux que ça intéresse, par rapport à cette fameuse thérapie par la lumière rouge. Voilà. Donc, le lien est dans les notes du podcast. Vous cliquez, vous y accédez comme d'habitude. Alors, le premier sujet est basé sur l'alimentation. Donc, comment manger pour couvrir ses apports en micronutriments. Donc, en fait, lanutrition.fr a fait un article qui parle de ça, globalement. Et qui explique, alors je vais faire pas mal de citations, mais d'ailleurs vous avez le lien de l'article complet si vous voulez aller voir dans les notes de l'émission. Donc en gros, je vais vous citer quelques trucs. Dans chaque pays, les autorités sanitaires ont fixé des apports recommandés pour différentes catégories de population, hommes, femmes, enfants, adolescents et adultes. Ces doses étaient appelées en France auparavant apport nutritionnel conseillé, donc ANC, que vous avez dû voir un petit peu, vous savez, sur les tableaux derrière les aliments que vous achetez, il y a un pourcentage avec marqué ANC. Donc ça voulait dire ça, apport nutritionnel conseillé. Maintenant, on parle de référence nutritionnelle pour la population, RNP. Donc ils disent la RNP est un apport calculé pour couvrir en théorie le besoin de 97,5% des membres d'une population considérée, donc de presque toute la population, ils disent. Donc voilà, il y a toute une argumentation et une explication là-dessus. Donc ils ont cherché à voir, par exemple, contre le déficit et les carences, quelle est l'alimentation. Donc une alimentation variée et équilibrée est-elle suffisante ? Donc je cite, les autorités sanitaires considèrent qu'une alimentation variée et équilibrée permet de couvrir les BNM, voire les RNP. Donc les BNM, ce sont les besoins nutritionnels moyens, et je rappelle les RNP, références nutritionnelles pour la population. Donc voilà, eux ils disent que varié et équilibré, donc encore une fois, varié et équilibré, la problématique c'est qu'on peut y mettre tout là-dedans. Donc varié, pour moi, la variété, ça dépend dans quel contexte elle arrive. Si elle arrive chez une personne qui a peu de connaissances, la variété va être de prendre un article dans chaque rayon du magasin, quoi. Donc aussi bien dans le rayon sucré, salé, gras, légumes et compagnie. Bref. Cependant, les progrès technologiques, la mécanisation du travail, la réduction de sa durée, l'équipement électroménager ont entraîné une réduction considérable des dépenses physiques. En réaction spontanée, les apports caloriques ont été diminués. Avec moins de calories, sont apportés moins de vitamines et de minéraux. Une étude française a montré qu'au niveau des apports caloriques actuels, il n'est pas possible d'atteindre 80% des apports conseillés pour la plupart des vitamines. Donc en fait, pourquoi j'ai trouvé cette partie assez pertinente ? Parce qu'on voit qu'il y a un énorme paradoxe. Le paradoxe, c'est que, étant donné que le terrain n'est pas sain, donc le terrain alimentaire, donc globalement ce qu'on vous file à manger, non, parce que tout est disponible, mais après en fonction des budgets de chacun et tout ça, tout n'est pas disponible. Mais globalement, si on enlève la barrière de l'argent, tout est disponible. Sauf que les gens ne sont
à la fois pas éduqués et à la fois pas... ils n'ont pas tous les moyens de pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Moi, ce que je vois là, de très pertinent, c'est justement cette notion de tout est automatisé dans le monde moderne, tout ou presque. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le gros paradoxe, et ça touche même le monde actif. Hein. Mais il y a quand même un gros paradoxe où on a eu tendance à faciliter, à rendre plus confortable quasiment toutes les tâches du quotidien. C'est intéressant parce que j'en parlais par exemple avec un ami qui est jardinier. Il a vu le passage du thermique à l'électrique pour les appareils, vous savez, les tronçonneuses et tout ça, qui sont à la fois, qui peuvent être plus lourdes parce qu'il y a une batterie, mais la batterie est dans le dos et l'appareil en lui-même est beaucoup plus léger. Donc on a quasiment tous les secteurs d'activité, et je pense que ceux qui sont les moins... je pense qu'il y a eu des évolutions, mais c'est quand même ceux... Moi je le vois par observation, mais... Tous les métiers du bâtiment, par exemple, enfin pas tous, mais les métiers manuels du bâtiment, il y a assez peu on a encore, je pense qu'on a encore besoin de prendre à la main des cairons et de les poser sur un mur. Il n'y a pas encore un truc où c'est... j'imagine que, en tout cas, moi, les maçons que je vois autour de chez moi, ils continuent à faire comme il y a quelques années. Donc, bon, bref. Après, il y a beaucoup de métiers, et notamment les déménageurs et tout ça, qui sont de plus en plus équipés pour de moins en moins forcer. Bref, on peut voir quand même que là, par rapport à ce qu'il dit, c'est que, étant donné ces progrès technologiques, la mécanisation du travail, la réduction de sa durée, etc., les gens se dépensent moins, donc ils ont moins faim. Et c'est là où il y a le paradoxe. Les gens mangent moins, donc on pourrait se dire... le corps s'adapte, on a moins d'appétit, donc c'est positif et tout. Non, c'est pas positif parce que justement, en mangeant moins, ils ont moins d'apport en micronutriments. Donc c'est comme si on était arrivé à un stade où en fait le niveau d'activité physique minimale, physiologique, les besoins physiologiques de base en activité physique, parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a quand même des besoins. Je pense qu'aujourd'hui, le progrès ne borne pas en fait la limite basse d'activité physique. C'est-à-dire que si vous regardez bien dans votre quotidien, dans notre quotidien à tous, on a tous un confort beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a ne serait-ce que 10, 15, 20 ans. Pour rappel, moi je prends des exemples très simples, mais qui multipliés par le nombre de jours, de mois, etc., et d'années, ça peut faire une différence. Des exemples extrêmement simples, sans parler du travail. Regardez, par exemple, l'automobile. L'automobile, il y a quelques années, avoir ne serait-ce qu'une boîte de vitesse automatique, c'était perçu comme nul. Personne ne voulait une boîte automatique. Déjà, c'était pas hyper fiable, c'était pas hyper performant. C'était un truc d'américain ou un truc de personnes à mobilité réduite, de véhicules comme ça. Faut dire les choses comme elles sont. C'était perçu comme ça, en fait, d'avoir une boîte automatique. Aujourd'hui, avoir une boîte automatique dans un véhicule, c'est le confort, c'est dans les bouchons, c'est plus agréable. Certaines, maintenant, consomment moins, etc. Bon, bref. Et pourquoi je parle de ça ? Tout simplement parce que les gestes, donc c'est tout con, mais sur un trajet de 2 heures, quand vous êtes obligé d'embrayer je ne sais pas combien de fois, de passer la vitesse avec votre bras, alors vous allez me dire, mais c'est minimum comme dépense physique. Oui, c'est minimum, mais multiplié par le nombre de fois où vous allez faire le geste, par jour, par semaine, par mois, par année, tout ça cumulé. Et là, j'ai pris qu'un seul truc, j'ai pris que la boîte de vitesse. Donc c'est juste pour vous montrer que de manière sournoise, en fait, d'une manière sournoise, s'est installé dans nos quotidiens des tas de choses plus confortables qui conduisent à une dépense physique globale, parce que là j'ai pris qu'un cas, mais honnêtement, observez aujourd'hui, qui aujourd'hui n'a pas de lave-vaisselle chez soi ? Alors il y en a qui vont me dire, moi j'en ai pas. Oui, très bien, mais vous êtes des marginaux. Ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, moi je rencontre beaucoup, même dans des petits appartements. Moi je me souviens, j'ai mis le premier lave-vaisselle. Alors attendez, j'ai eu combien d'appartements depuis que je me suis installé ? Donc moi je suis parti à 18 ans. Premier appartement, j'en avais pas. Deuxième appartement, donc je suis parti là, je n'en avais pas. Je n'en avais pas non plus au troisième. Au quatrième non plus,
Et je l'ai eu à partir du 5e, le lave-vaisselle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont directement. En fait, ça fait partie du truc, quoi. Donc, encore une fois, c'est un détail, mais faire la vaisselle après manger, on est debout, on manipule les assiettes et tout. Alors, vous allez me dire, mais c'est minime, Théo, de quoi tu nous parles ? On est sur un podcast de musculation, tu nous parles de passer des vitesses en voiture et de faire la vaisselle pour faire du sport. Non, en fait, enfin oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'intégralité de ces micro-tâches quotidiennes où on était debout, où on était en mouvement, ou en tout cas notre corps bougeait un petit peu plus, elles ont tendance à être supprimées. Et là où je trouve ça pertinent d'en parler, c'est que, mise bout à bout, ça induit une dépense énergétique et une activité physique moindre, sauf que les recommandations, etc. de santé ne bornent pas à la baisse. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire « Bon, ben, c'est bon là, quand vous avez automatisé tout ça dans votre vie, n'allez pas trop bas, parce que si vous dépassez les besoins physiologiques de base en activité physique, si vous dépassez à la baisse, donc si vous allez en dessous, il va y avoir une problématique parce que vous aurez plus assez d'appétit pour manger vos besoins, même si vous mangez sainement, ça ira pas. Donc on voit bien là que l'ultra-confort, donc quand je dis l'ultra-confort, c'est vraiment le mode de vie que nous on imagine américain, mais qui est de plus en plus même français, où on cherche à se garer proche du magasin, à faire les courses sans faire les courses, c'est-à-dire sur des drives, à ne plus avoir besoin soit de sortir de la bagnole, quand on est au travail on est assis, en fait on prend les escalators, etc. Enfin bon voilà, tout est automatisé et c'est même un grand courant de mode de vouloir tout automatiser pour justement avoir le temps après de faire autre chose. Mais on voit bien que les gens pour faire autre chose, c'est rarement pour aller faire du sport et tout. Mais bref, et étant donné qu'ils n'ont pas borné ce confort, eh ben, certaines personnes ne bougent quasiment plus, enfin plus assez, donc du coup ils n'ont plus assez d'appétit. Additionner ça plutôt, ce manque d'activité physique avec l'alimentation actuelle qui est dépourvue de micronutriments et tout. Donc globalement, les gens mangent des calories, comme j'en parlais récemment, des calories vides. Donc ils vont se tourner vers des aliments plaisir et tout. Donc ils vont pas avoir suffisamment, puisqu'ils ingurgitent pas assez, puisqu'ils n'ont pas assez d'appétit. Et donc du coup, ils vont se carencer. Donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des personnes qui mangent peu et qui n'ont pas ce qu'il faut. Donc, alors que le paradoxe, c'est justement, on dit ouais, non mais justement, on pensait que les gens mangeaient trop. Oui, mais en fait, à l'intérieur de ce trop peu, il y a trop de mauvaises choses en fait. C'est ça qui est. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la nutrition sans essayer d'observer un petit peu plus largement que simplement ce qu'on a dans l'assiette. Il faut vraiment avoir une observation plus globale. Et ça donne une indication aussi à pas mal de personnes qui sont en prise de masse musculaire et qui disent mais j'ai pas d'appétit et tout ça. Dites-vous bien une chose, c'est que le premier facteur d'appétit, donc la première chose qui va vous donner faim, c'est ce que vous allez faire de votre corps. C'est-à-dire de comment vous allez exercer votre corps dans la journée. Si vous vous tapez toute une journée à monter des meubles comme moi j'ai fait ce week-end, vous allez voir que votre appétit est plus élevé que si vous restez assis. Donc déjà c'est une indication assez forte. Et là il y a une baisse de quantité énergétique consommée. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est même s'il y a une baisse par rapport au mode de vie qui cite là dans l'article, même s'il y a une baisse alimentaire calorique par habitant, la baisse d'activité physique elle doit être tellement importante que finalement ils prennent quand même du poids. Donc ce sont des gens, et rappelez-vous, je vous en parlais il y a quelques temps, je vous avais dit, un jour ou l'autre, ils vont devoir revoir, vous savez, les fameux entre 2000 et 2200 calories pour un homme, et je ne sais plus combien c'est, mais entre 1007 et 1008 pour une femme, ou 1008 et 2000 pour une femme, je suis persuadé que dans pas longtemps, il va falloir réduire ça. Étant donné qu'on ne peut pas recommander ça depuis des années, alors que le mode de vie a changé en fait. Le mode de vie a changé, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de, je sais pas moi, d'une caisse de rangement ou je sais pas moi, d'un outil, eh ben, il y a certaines personnes qui vont se déplacer et d'autres qui vont commander. Donc, il y a donc commander par exemple sur Internet ou je sais pas, se faire livrer par Amazon ou autre. Et donc, du coup, tout ça crée un nouveau style de vie et ce nouveau style de vie, il faut l'intégrer dans les nouvelles recommandations. Et moi, je pense qu'ils vont se rendre compte à un moment, mais concrètement, ils vont dire là, le confort, la problématique du confort, c'est qu'elle est arrivée à un point tel
que même en mangeant peu, les gens, ça va pas, quoi. Ils sont en surpoids et du coup, ils sont en surpoids, mais ils ont plus assez de micronutriments. Donc, ça crée des individus hypoactifs, hypoalimentés, mais surgras et tout ça. C'est quand même paradoxal, en fait. Hein. Enfin, voilà. Donc, déjà, l'appétit se dicte un petit peu par ce que vous faites de vos journées. Donc pour toutes les personnes qui sont en prise de masse et qui sont là à essayer de se reposer à fond hors des séances de musculation pour justement bien récupérer, mais qui n'arrivent pas à manger parce qu'ils n'ont pas assez d'appétit, mais peut-être qu'il faut avoir un mode de vie un petit peu plus actif pour au moins orienter un peu votre appétit à la hausse, quoi. Alors j'avais noté également, qu'est-ce que j'avais noté ? Ah oui, comment éviter les carences grâce à l'alimentation. Donc pour prévenir les carences, certains pays comme les États-Unis enrichissent les aliments de base en vitamines synthétiques. Bon, apparemment c'est pas aussi efficace ou la supplémentation, je sais pas, mais en tout cas que si c'était présent naturellement dans la diète, quoi. Parmi les micronutriments sensibles en risque de carence, quoi. On a le fer, le zinc, les folates, vitamine B9, la vitamine A, le calcium et la vitamine B12, micronutriments prioritaires, dans la mesure où des carences peuvent avoir des effets graves et durables. Ensuite, j'avais surligné aussi les vertus d'un régime monotone. Donc, ils disent, là, selon plusieurs études, la variété alimentaire n'est pas toujours associée à une meilleure densité nutritionnelle, sauf dans les pays en développement où l'offre alimentaire est restreinte. Donc voilà. Et là, ils disent une ration monotone, mais bien conçue, par exemple à base de choux, lentilles, pommes de terre, pain complet, huile végétale, avec comme produits animaux un peu de foie et de sardines, peut apporter beaucoup plus qu'une alimentation variée, mais bancale. La notion de diversité est un peu un piège en nutrition. Tout dépend de ce que l'on entend par là. Par exemple, la diversité des produits au sein d'une catégorie donnée, par exemple le fromage ou charcuterie, ne présente généralement pas d'intérêt, sauf peut-être pour les fruits et les légumes. Donc voilà. Donc on peut varier, c'est intéressant de voir ça, mais on peut varier dans certaines catégories d'aliments, enfin de types d'aliments, donc typiquement les fruits et légumes. Mais par exemple, au rayon gâteau, il faut pas varier, quoi. Le mieux, sans passer, ça pose pas de problème. C'est ça le truc. Alors que se passer de fruits et légumes, clairement absence de fibres et de vitamines, certainement de potassium. Enfin bon, bref, voilà. Donc il y a encore une autre chose que j'avais surlignée. Donc les aliments à manger en priorité pour éviter les carences. Donc ils disent les principales sources de micronutriments en priorité. Ce qu'il faudrait avoir dans sa diète en priorité pour essayer de couvrir le maximum de nos besoins, ce sont les abats. Les abats, ce sont tout ce que personne ne mange dans la viande. Hein. Nous, on mange le filet, le steak et tout. Les abats, c'est les tripes, tous ces trucs-là. Donc les abats, les petits poissons, les légumes à feuilles vert foncé, les coquillages, les crustacés, le bœuf, les œufs, le lait, le fromage et les poissons en conserve avec les arêtes. L'agneau, le mouton et le porc sont aussi de bonnes sources. Et dans une moindre mesure, le yaourt, le poisson frais, les légumineuses et les céréales et la céréale teff, sorgho nain. Donc voilà. Donc en fait, en gros, il donne ce genre de choses. Alors il y en a qui vont me dire mais le lait, mais le fromage et tout. Non, mais là en fait, il part du principe que c'est pour couvrir un éventail large de micronutriments. On n'est pas là, eux, ils sont pas là pour vous dire comment avoir des abdos visibles. Hein. C'est encore une fois, c'est pour ça que je vous répète très souvent. Il n'y a pas de diplôme en fait pour avoir les abdos visibles, donc vous verrez assez peu de personnes qui vont vous donner des sources fiables là-dessus. C'est que de l'expérience de terrain, des croisements d'études et tout, donc ça va être des individus qui vont faire un travail, une expérience de terrain et tout. Mais ceux qui sont que dans la théorie, ils auront des données nutrition et tout santé, mais très peu sur le côté abdos visibles et tout. Donc voilà, donc vous avez à peu près la liste des aliments qu'il faudrait consommer régulièrement. Et c'est vrai que quand on regarde, typiquement le poisson, assez peu de personnes mangent du poisson. Hein. Vous en mangez parce que vous faites du sport et tout, vous essayez d'avoir une bonne diète. Mais globalement, regardez autour de vous, des fruits de mer, des poissons, même des abats et tout, personne n'en mange, quoi, hein, dans l'entourage. Les œufs, c'est assez rare. Hein, beaucoup en parlent, mais peu en mangent. Hein. Les œufs, quand les gens ont le choix, ne serait-ce que se faire des œufs sur le plat, ça demande un effort de cuisine tellement intense pour certains qu'ils préfèrent la barquette, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le bœuf dedans, alors que tout le monde est à l'opposé. On voit d'autres viandes, hein, porc, mouton, agneau,
qui sont souvent à l'opposé des recommandations actuelles, mais parce que les recommandations actuelles qu'on voit, que ce soit dans les médias et tout ça, ils se basent sur la bouffe transformée. Ils se basent pas, quand ils vous disent baissez votre consommation de viande, ils vous parlent pas du bœuf nourri à l'herbe, et tout ça, parce que déjà d'une, ils savent même pas que ça existe pour la plupart. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'ils savent pas que ça existe, c'est qu'ils se disent que les gens, on va parler aux majorités, et dans les majorités, dans la majorité la majeure partie de la population plutôt, ne va pas consommer ce genre d'alimentation. Donc ils préfèrent parler aux majorités. Donc nous, quand on fait attention, on ne se retrouve pas dans leur discours. Et certains qui comprennent pas vont se dire, mais ils ont dit à la télé que manger trop de viande, c'était pas bon. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut toujours vous dire une chose, c'est quand vous voyez des fortes recommandations comme ça à la télé, ils parlent à des masses, à la population générale, dont vous ne faites plus partie quand vous avez commencé à prendre conscience du rôle de l'alimentation et que vous avez commencé à faire des efforts. C'est pour ça qu'on est un peu obligé, quand on s'intéresse à ça, d'aller écouter des podcasts, de suivre des cours, des formations, de lire des articles qui sont dans des domaines un petit peu plus de niche comme ça, parce que les réponses, on ne les trouvera pas sur un petit documentaire sur France 5 ou quoi, en tout cas pas dans la population fitness ou autre quoi. Bon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? C'est tout par rapport à ça. Donc voilà, vous avez un petit peu la réponse. En fait, certainement que si vous avez suffisamment d'appétit pour manger, voilà. En fait, il y a deux choses. Il y a manger trop peu. En fait, manger trop peu, c'est manger trop peu. Vous imaginez que... Je reviens un petit peu au début de mes citations, mais en fait, les gens, quand ils font pas attention à leur bouffe, ils vont avoir une problématique, un paradoxe en fait, qui est que ils n'ont pas assez d'appétit, ils mangent trop peu, donc ils vont manquer de vitamines, puisque oui, forcément, si on mange moins, il y a moins de micronutriments, c'est mathématique. Il y a pas, si on mange moins, si on reste sur une alimentation standard de base pour les gens, enfin voilà, la population générale, ces gens mangent moins, ils ont moins d'apport. S'ils mangent plus, étant donné que ce sont des calories vides, donc certes qui apportent de l'énergie sous forme de calories, mais assez peu de micronutriments, ce sont des gens qui vont manger trop, ils vont être en surpoids, ils n'auront potentiellement pas tous les ventailles de micronutriments indispensables pour leur santé, mais par contre ils vont prendre du poids. Donc ils se retrouvent en fait dans un paradoxe, ces gens-là, où on leur dit mais tu manges trop peu pour avoir tes besoins. Ouais mais attends, je mange trop peu mais je suis gras, et je mange trop peu mais j'ai pas faim plus en fait, donc je mange à ma faim et je manque de choses. Donc ça crée un paradoxe chez les gens, parce que souvent, carence était liée à privation, et privation à volonté ou à troubles psychologiques, type les troubles du comportement alimentaire, etc. C'est là en fait où les gens devraient commencer à prendre conscience, ces personnes-là, de se dire, ok, en fait je travaille avec les mauvais outils. Puisque les outils que j'ai, si je les surutilise, je prends du poids et c'est mauvais pour ma santé. Et si je me régule et j'écoute mon appétit et donc du coup je mange moins, je suis carencé. Donc comment sortir de ça ? C'est peut-être les outils que j'utilise, donc les aliments, qui sont pas les bons. Il faut peut-être que je change d'outil, quoi. Donc voilà. Premier sujet terminé. On passe au deuxième sujet, qui est la question d'un auditeur. Qui est une question, je pense, qui peut... souvent, les questions qui sont libido et tout, souvent, les gens sont un peu... ils osent pas les poser. Bon, là, pas de problème. Donc je cite la question. Donc salut, déjà merci pour ton contenu qui est super sympa à suivre. Ma question porte sur le taux de testo. Je pratique la muscu depuis plus de 20 ans, j'ai 42 ans. Une remarque qui est revenue plusieurs fois avec mes partenaires est que je ne suis pas ultra demandeur de sexe. Je sais qu'à 25 ans, j'avais tout le temps envie, moins avec le temps. Est-ce que la musculation ou le sport en général joue sur la libido ? Est-ce que ça consomme la testo qu'on a en nous, ou au contraire ça en produit ? J'ai fait une analyse sanguine, quelques semaines après la séparation de la mère de mon fils, pas forcément la meilleure période niveau physiologique pour me tester. Je suis dans la norme, mais dans la norme basse. Du coup je m'interroge, est-ce que j'en ai peu à cause de ma pratique de la musculation ? Comment l'augmenter ? Merci, si tu peux m'éclairer sur le sujet. Voilà. Donc déjà merci pour ton message, merci pour ton soutien et ton compliment sur mon travail, ça me fait toujours plaisir. Donc pour rappel, si vous avez des questions comme ça, chers auditeurs, vous pouvez me les poser, vous avez le lien dans les notes de l'émission comme d'habitude. Donc on va répondre en plusieurs parties.
Moi, ce que je vois là, alors attention, c'est pas toutes les lectures que j'ai eues sur ça et tout, je peux vous dire que j'ai quand même une forme de connaissance là-dessus qui est peut-être un peu plus haute que la moyenne des gens qui s'y intéressent pas, puisque moi je m'y suis intéressé, puisque quand vous lisez des livres sur les hormones, forcément vous voyez des cas, il y a très souvent des cas en fait, les médecins parlent, par exemple, un jour j'ai eu un patient qui, voilà, donc du coup j'ai plein de cas en tête, et là ce qui résonne en moi quand je lis ton message, je vois pas un problème d'ordre physiologique, mais plus psychologique. Parce qu'en fait, tu dis, à 25 ans, j'avais tout le temps envie, moins avec le temps. Et en fait, souvent, les besoins physiologiques, enfin pas les besoins, mais les problématiques d'ordre physiologique, c'est plus souvent des personnes qui vont se plaindre d'avoir non pas un manque de libido par absence de désir, mais par absence d'une bonne qualité d'érection, par exemple. Et là, les gens vont se dire, j'ai des problèmes. Bon, vous savez, c'est une des plus grosses angoisses de l'homme, quoi, de pas réussir à bander, tout simplement. Et donc là, il y a un test simple, voilà, étant donné que pour voir si c'est psy ou si c'est physiologique, il faut observer les érections durant la nuit et celles au réveil, et vous pouvez voir si vous les avez, que c'est plutôt psy, parce que quand votre psychologie, votre mental est disjoncté par le sommeil, et le corps en fait vous montre que vous êtes capable d'avoir des bonnes érections. Donc là en fait dans le message, comme tu le tournes, ça ressemble plus à quelque chose de psychologique. Parce que quand tu dis « je ne suis pas ultra demandeur », il faudrait que tu te poses la question, par exemple, aujourd'hui, tu écoutes le podcast, tu es avec une personne, ou alors peut-être que la personne qui est partie, avec qui tu t'es séparé récemment, s'est plaint de ça chez toi, j'en sais rien, et du coup ça t'a un peu marqué au fer rouge, et du coup tu penses que tu as un problème et tu essayes de comprendre. Il faut que tu te dises, est-ce que ton désir n'était plus là avec ta partenaire, mais si on te mettait en face de toi une nana plus jeune, beaucoup plus attirante et tout, est-ce que là tu avais aussi absence de désir et absence d'envie, et est-ce que tu n'étais pas capable de monter en selle directement? C'est ce genre de questions politiquement incorrectes que tu dois te poser en fait. Je te le dis parce que je m'en fous, je te donne des... Et ça te permet de voir si c'est réellement la situation que tu vis, donc la routine par exemple, ou si c'est réellement tu as absence de désir mais global, c'est-à-dire tu as envie de rien mais avec personne. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh mais c'est bizarre », mais on va tous se rassurer, du désir pour d'autres personnes, je pense que l'intégralité des gens, voilà, ça leur arrive d'en avoir, donc soyons tranquilles de ce côté-là, et soyons surtout un peu indulgents avec nous-mêmes, et honnêtes aussi, à ne pas se mentir, quoi. Et donc, ça, c'est ce genre de questions qu'il faut te poser avant de penser à testo et tout. Parce que la testostérone, liée à la musculation, celui qui fait pas de muscu, il se met à faire de la muscu, il va produire un peu plus de testo. Bon, immédiatement après l'entraînement, souvent ça baisse, parfois ça monte. Moi, je sais typiquement que après une séance de soulevé de terre ou de squat un peu lourd, je ressens que mon désir monte. Voilà, donc ma libido peut monter durant on va dire les 12 heures qui suivent ce genre d'entraînement. Donc potentiellement, est-ce que c'est lié au taux de testo? Est-ce que c'est lié à un bouleversement hormonal autre? Souvent, on associe ça au taux de testostérone. Après, est-ce que ça va consommer la testo? Et donc du coup, est-ce que tu vas en manquer par la suite de faire de la muscu? Non, puisqu'en fait, pour avoir un bon taux de testo, ça n'est pas que la muscu ou que la diète ou quoi, c'est un ensemble. C'est un sommeil de bonne qualité, c'est le fait de manger. Il suffit déjà de ne pas manquer, par rapport à ce que je disais plus haut dans le premier sujet, avoir un éventail de micronutriments assez, je ne vais pas dire assez important, mais assez suffisant. Donc manger sainement, avoir une nuit de sommeil, avoir une qualité de sommeil en bonne forme, en bon état, quoi. Il faut bien dormir.
et pratiquer de l'activité physique. Alors évidemment, si tu es bûcheron, peut-être que tu n'as pas besoin de faire de muscu parce que tu as une dose de dépenses physiques au quotidien qui est assez élevée. Mais si tu es par exemple, je sais pas moi, banquier ou j'en sais rien, ou tu es assis, enfin quoi que des fois il y a des banquiers qui sont debout derrière un guéridon, mais on va dire un travail sédentaire au confort, oui, la muscu va t'aider. Mieux vaut avoir ça que d'être 100% sédentaire. Donc en fait, il n'y a pas d'économie de testo. Tu peux pas te dire, bon attends, étant donné que j'ai peu de désir et tout, je vais plus rien faire, arrêter de faire ma muscu et tout. Ça non, parce qu'au contraire, c'est plutôt contre-productif. Après, on peut voir le paradoxe, enfin pas le paradoxe, mais la situation opposée, qui serait l'excès. Donc l'excès de tout, l'excès de diète, donc les gens trop de régime, le mec trop restrictif avec sa bouffe, il mange trop peu et tout ça. Donc finalement lui il manque de tout, donc et d'énergie, donc de calories et de micronutriments. Couplé à ça, souvent les gens qui mangent peu et tout ça, ils dorment mal. Faut dire la vérité, hein. C'est les gens qui se couchent avec la faim au ventre, ils récupèrent pas bien la nuit et tout. Et aussi pour compenser, ils vont faire énormément de sport parce qu'ils veulent encore plus maigrir et tout. Donc là, oui, tu peux avoir un couple de situations qui serait soit dans un cas, soit dans l'autre, pas bon. C'est-à-dire que l'excès ou le manque. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il te faut, c'est juste te dire, de faire la liste en fait. Sommeil, est-ce que j'ai entre 6 et 8 heures de sommeil selon mes besoins ? Oui, non. Est-ce que je me lève à heure fixe ? Oui, non. Est-ce que je saute aucun repas et l'intégralité de mes repas est quand même sain, même si tu t'accordes, je sais pas, ton carré de chocolat noir, de temps en temps un yaourt, que tu vas au resto de temps en temps, que voilà, tu fais des repas de famille et tout. Voilà, il faut pas être sectaire. Mais globalement, est-ce que ce que tu mets dans ton assiette à chaque fois dans ton quotidien, donc ce qui domine en fait dans ton hygiène alimentaire, est-ce que ce sont des aliments sains ? Oui, non. Et est-ce que c'est compatible avec ton sport ? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu fais de la muscu à fond mais que tu manges jamais de viande, jamais d'œufs, jamais de poisson ? Voilà, jamais de produits laitiers sous forme de protéines ou un peu de fromage. Enfin, typiquement, voilà, si tu n'as jamais de protéines animales et que tu pousses comme un âne, la muscu, et à un moment donné, il va y avoir problématique. Je sais qu'il y en a qui vont dire, encore une fois, que oui, mais dans les végétaux, machin. Non, mais là, je te parle au niveau de testo, on essaie de tirer des grandes lignes. Et d'ailleurs, c'est pas végétarien, là, ce que je viens de citer, c'est plutôt végétalien, puisque je parlais de produits laitiers et d'œufs qu'on supprimait, pardon. Donc voilà, et ton entraînement, est-ce que tu t'entraînes ? Voilà, quand t'es super en forme, tu fais du lourd, quand t'es moins en forme, tu fais un peu de cardio, des abdos, des choses comme ça, d'essayer d'avoir une logique, une cohérence dans ton hygiène de vie. Et donc si ça c'est respecté, tu as peu de chances que ce soit ça. Après, tu as dit quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire que tu t'as dit, j'ai fait une analyse sanguine, et c'était après ta séparation. Donc après ta séparation, on peut se douter. Alors, comment tu dis quelques semaines après la séparation de la mère de mon fils ? Donc tu as dit la séparation. On ne sait pas si c'est elle qui est partie, si c'est toi qui es parti. Bon, ça peut différer un peu parce que si tu t'es fait larguer, il peut y avoir une forme de douleur un peu plus importante que si c'est toi qui as décidé de partir pour une autre nana, etc. Ou même tout court pour pas. Enfin, c'est assez rare quand même. Mais bon, il faut dire aussi encore une fois les choses comme elles sont. Les gens sont assez lâches quand ils se séparent, c'est souvent parce qu'ils ont un plan B. Bref, juste pour dire que dans cette situation-là, donc une situation où psychologiquement tu juges, et à raison, que tu étais un peu amoindri psychologiquement, ta testo était basse, mais dans la norme. Donc on peut supposer que si tu n'es pas dans une situation de légère déprime suite à une séparation ou de stress, ta testo aura plutôt tendance à être au moins normale, sinon haute. Donc ne remets pas en cause, je pense, ne remets pas en cause la testo. La grosse problématique qu'il y a, c'est que souvent on associe forte testostérone à tous les avantages possibles. Déjà, on associe taux de testo élevé à virilité. Donc, c'est-à-dire que les gens vont dire, quand vous avez beaucoup de testo, vous êtes confiant. Quand vous avez beaucoup de testo, vous êtes plus viril. Donc, voilà, vous êtes plus facilement musclé, moins facilement gras. Vous avez plus de barbe, plus de poils, machin et tout ça. Vous avez plus confiance en vous. Vous êtes plus agressif. Vous êtes sexuellement plus actif et attractif. Bon, bref, voilà. Donc, du coup,
quand il y a un problème de ce côté-là, souvent on parle de testo. Il faut savoir une chose, c'est que le psychologique agit sur les hormones. C'est-à-dire que si tu manques de testo, ça peut jouer sur tes humeurs. Mais si tes humeurs sont négatives, ça peut jouer sur tes hormones. Donc en fait, c'est un espèce de cercle comme ça qu'il faut essayer d'équilibrer. C'est-à-dire que, objectivement, une personne qui n'a aucun problème, comme toi, là où tu parles de désir et tout ça, qui n'a aucun problème, il a un fort désir et tout ça, il ne va pas remettre sa testo en cause, alors qu'il peut avoir un taux de testo moyen, bas, etc. C'est possible. C'est possible. Les gens associent toujours, c'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est pas un levier en fait. Par contre, le psychologique, si. Le psychologique, on ne peut pas se dire bon, j'ai une vie ultra stressante, etc. Tout va mal, je suis en déprime ou je sais pas trop quoi, je me suis fait larguer ou autre. On ne peut pas dire ça et dire bon bah la testo, moi tout va bien. Oui, ça va bien peut-être, mais si la situation, si les humeurs étaient stables, personne n'a des humeurs stables, il y a des hauts et des bas tout le temps, et ceux qui vous promettent ça, ce sont des menteurs. Donc, mais des humeurs, on va dire gérables. Voilà, on n'est pas en dépression, ni en burn-out, ni en borderline, tout ce que vous voulez. On est comme les gens de tous les coups durs, enfin voilà, de la joie, du bonheur, de l'ennui, parfois de la tristesse. Mais bon, voilà, ça oscille entre tout ça. Donc, ce que j'appelle des humeurs normales. Et ben, là, le taux sera normalement plus élevé, puisque on ne peut pas, dans une situation psychologique de détresse, avoir un taux aussi haut que dans une situation psychologique normale, puisque l'un oriente l'autre. Mais moi, ce que je vois là, encore une fois, pour essayer d'argumenter et de terminer, c'est que dans la façon dont tu écris ton mail, enfin ta question, je pense que les réponses se trouvent beaucoup plus dans la psychologie. Je pense, ça, voilà. Après, je sors un peu de mon domaine. Je vais juste, voilà, je prends l'air dans un autre domaine qui est celui de la psychologie, pour te dire peut-être que dans tes relations, puisque tu me dis avec plusieurs partenaires et tout ça, est-ce que s'installe pas chez toi ou un ennui ou de la routine, etc., qui chez toi, et je dis bien chez toi, et a plutôt tendance à éteindre tu vois, à mouiller la mèche de la bougie de ta libido, quoi. Chez toi, en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui, au contraire, la routine a tendance à rassurer et donc à augmenter la libido. Vous savez, il y a des personnes qui vont être au début d'une relation complètement bloquées et fermées, et puis au bout d'un certain temps, beaucoup plus à l'aise, et dans une forme de routine, ils peuvent beaucoup plus se lâcher. Donc chez toi, peut-être que c'est ça, ou alors peut-être, enfin, il faut observer dans ta routine, quand tu restes avec des personnes, qu'est-ce qui fait qu'au début ça va et après ça va plus. Si directement aujourd'hui, par exemple, tu tombes sur une personne avec qui ça va pas directement, donc c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, absence de désir tout de suite, là par contre, je t'invite à faire le test. Est-ce que tu as des érections durant la nuit, quand tu te réveilles, tu sais, et au petit matin, pour voir si au niveau physiologique ça fonctionne. Parce que si tu n'avais plus du taux de testo ou si tes hormones étaient en branle, tu n'aurais même plus d'érection. Enfin voilà, tous ces trucs-là, on pourrait plus l'accorder au monde psychologique. Ça serait vraiment physiologique. Donc déjà, observe ça et travaille sur dans quelle situation, parce que tu me dis à 25 ans, j'avais tout le temps envie, mais à quoi ressemblait ta vie à 25 ans ? Est-ce qu'à 25 ans, tu avais autant de stress qu'aujourd'hui, autant de responsabilités qu'aujourd'hui? Est-ce que tes partenaires étaient aussi attirants ou attirantes qu'aujourd'hui? Enfin, pour le coup, toi, c'est attirante, puisque tu es un homme et tu es avec une femme, enfin, visiblement. Après, peut-être que tu as d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, essaye de faire la différence entre les deux. Et pose-toi cette question très difficile qui est quand tu dis que je ne suis pas ultra demandeur quand je suis avec ma partenaire, est-ce que c'est lié à cette partenaire ou est-ce que c'est lié à toutes les partenaires? C'est-à-dire que prends un éventail de plein de fantasmes que tu peux avoir dans ta tête avec, je sais pas, d'autres femmes ou même des ex ou j'en sais rien, et te dire si elles se présentaient là maintenant dans la même situation, est-ce que j'aurais la même absence de désir? En fait, ce genre de choses qu'il faut se poser avant d'incriminer
ta pauvre testo qui, si ça se trouve, fonctionne très bien en fait. Hein. C'est pour ça. J'essaye toujours de mettre des bémols par rapport à la testostérone qui vont, voilà, si tu m'écoutes et que tu fais déjà pas mal de choses qui vont dans le bon sens, t'as 42 ans, je veux dire, à 42 ans, tout fonctionne bien. Hormis une période de stress. Donc, est-ce que ces périodes-là sont toujours dans des mêmes configurations ? Est-ce que c'est toujours, par exemple, en fin de relation ou quand la relation s'est installée, que tu commences à sentir que ça pue, que tu es moins demandeur et tout parce que tu sens qu'il y a un malaise ? Ou est-ce que c'est tout le temps ? Là, c'est différent. Et moi, personnellement, je vois plus, en tout cas, une problématique au niveau de la façon de penser, des routines et tout, beaucoup plus que sur la cause de la pratique de la musculation. Et de savoir comment augmenter cette fameuse testo. Moi, je t'ai donné les solutions simples. Hein. Après, si tu veux avoir beaucoup plus d'infos sur la testo, va sur mon site, tu tapes testo. Enfin, je vais te mettre le lien là, directement dans les notes là, de l'émission, sous ta question, parce que j'ai recopié ta question dans les notes. Tu cliques sur le lien, tu verras. Je vais te mettre 1 ou 2 contenus sur la testo, beaucoup plus poussés que ce que je viens de raconter là. Hein. Si tu veux vraiment essayer de l'augmenter. Voilà, et pas juste diète, machin. Moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je peux te donner d'autres conseils plus poussés. Mais déjà, reste sur ce genre de réflexion que je viens de te donner là, d'essayer de voir si c'est du psy ou si c'est de la physiologie. À mon sens, vu ta question, on est plus sur une manière de penser et une manière on n'est pas sur du physiologique. Pour le coup là. Après, dans tous les cas, tu peux quand même chercher à l'augmenter, puisque c'est toujours bon de chercher à l'augmenter. Alors l'augmenter, je te rassure, tu n'iras pas au niveau au-dessus de ce que ton corps est capable de faire. Alors, en fait, le but dans les contenus, moi quand je dis booster votre testo et tout, c'est la booster, mais pas au-delà de vos compétences. C'est de l'amener jusqu'à la limite, votre limite à vous. C'est-à-dire que à la base, je sais pas, moi je fonctionne comme ça. Je me dis que le corps humain, si on lui donne une bonne alimentation, enfin voilà, tous les conseils qu'il faut, enfin tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, il va avoir un taux optimal de testostérone. Mais à partir du moment où on restreint certains groupes, certaines disciplines, certaines catégories, eh ben, le taux va diminuer. Sauf qu'il y a des gens qui vont passer 30 ans de leur vie avec des mauvaises habitudes, donc du coup, ils n'auront jamais leur plein potentiel de testo. Et en fait, quand moi je parle de booster, c'est d'avoir son plein potentiel personnel. C'est quand même plus intéressant que quand les gens vous disent « allez au-delà de vos besoins ». Non. Restons cohérents, restons dans la science. Il n'y a pas de dopage naturel comme ça, de monter au-dessus. Quand les gens arrivent à le booster, c'est juste ils avaient certaines choses dans leur style de vie qui allaient à l'encontre d'une bonne production naturelle. Et donc, du coup, le fait de corriger ça, ils récupèrent leur taux naturel et ça va mieux. Mais ils n'ont pas été au-delà de ce qu'on peut dépenser, ce qu'on peut créer, en fait. Voilà. Je m'arrête ici pour ce podcast, donc je t'invite à aller voir, peut-être pour les autres que ça concerne aussi, si la question de la testostérone les intéresse beaucoup. Sachez qu'il n'y a pas que le sommeil, la diète et l'entraînement pour booster la testo, il y a d'autres paramètres à maîtriser. Je vous mets le lien là dans les notes de l'émission, vous allez voir en dessous de la question de Yann par rapport à ça pour justement aller voir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce
ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.